Nouveau départ est un balado de conversation sur l'expérience d'immigrer au Québec. Et pour la saison 2, j'avais envie de l'aborder à travers le spectre de la littérature, parce que la lecture nous rapproche. Animé par moi, Kitty Antoine, à la recherche Pierre-Antoine, musique par Na Agnan, réalisé par Mathieu Tessier. C'est une production de Canal M avec l'organisme Union Urbaine. Aujourd'hui, à Nouveau départ, on reçoit Réginald Rivette, éditeur et fondateur de Souche Magazine. Souche Magazine, c'est une vitrine qui met en lumière des talents, des parcours et des histoires qui sont souvent issues de la diversité du Québec. On va jaser de son parcours, de la mission du magazine, des voix qu'il choisit de mettre de l'avant et de comment on construit des ponts entre cultures. Salut Réginald Rivette, comment vas-tu? Allô, Kitty, Antoine, Lady Special K, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, ça va vraiment être une belle conversation parce qu'on se connaît et on a une belle complicité déjà dans la vie de tous les jours. Ouais. Et on est des amis et des collègues. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation pour venir parler de ton travail et de Souche Magazine. Oui, écoute, ça fait plaisir. Je peux en parler longtemps, vu qu'on a juste 30 minutes. Je vais m'assurer de répondre aux questions justes et brèves, comme ça on passe à travers les 30 minutes et tous les sujets qu'on veut aborder. Là, il reste 21 minutes. Mais écoute, je prends la minute du vin pour dire merci. Merci de m'inviter. Je suis content d'être là. Je me sens vraiment bien. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis rentré dans une zone où je me sens vraiment zen. Puis je sais que c'est mon chemin, c'est le choix que j'ai fait. Oui, je sais. Puis je sais que tu es prêt à en parler, puis tu as envie d'en parler. Tu as passé à travers plusieurs étapes avec cette entreprise, ce projet, Souche Magazine. Mais avant de creuser plus dans ton travail, j'aimerais que tu te présentes à nous. Qui es-tu au-delà d'être éditeur, fondateur de Souche Magazine? Ouais. Réginald, on va pas se le cacher, on se connaît, on est des amis. Ouais. Et tu es quelqu'un d'extrêmement talentueux et j'ai envie de te présenter à notre auditoire. OK, je vais te laisser la partie talentueux, mais je vais... Pour moi, je suis un gars passionné je me suis donné une mission d'élever, de relever ma communauté, notre culture, d'aller chercher les voix, les gens qui font des choses extraordinaires, mais qui sont dans l'ombre, pas dans leur milieu, ils sont des experts en ce qu'ils sont, mais qui gagnent à être découverts, mais aussi que d'autres gagneraient à les découvrir. Des modèles d'inspiration de notre communauté, de la communauté afro de partout au Québec. Tu as vraiment à cœur la représentativité, que tous ces talents soient connus et reconnus. C'est ça. C'est quelque chose qui vient me chercher quand des visages, des personnalités que si j'avais accès, quand moi je grandissais à Montréal-Nord, mon parcours et beaucoup d'autres que je connais, je pense que je me suis pas mal bien sorti dans mon entêtement et dans ma rage de changer les choses. J'ai fait du chemin. Je savais pas par où je m'en allais, mais je suis très content du chemin que j'ai parcouru. Mais je pense que du monde qui aurait pu inspirer beaucoup, beaucoup d'autres jeunes de mon quartier, de où je viens. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de faire découvrir ces gens-là à d'autres qui n'ont pas accès à ces gens-là comme modèle d'inspiration. Réginald Rivette, tu viens d'où? Tu viens d'où, pays? Tu viens d'où? Tu as parlé de quartier. Ouais. Je suis passé par Montréal-Nord, mais je viens de plus loin. J'ai atterri à Montréal-Nord, mais le plus loin que je peux remonter, c'est Haïti, à Jérémie, dans ma petite municipalité, même pas municipalité, quartier, je ne sais pas comment appeler ça, région éloignée, ça s'appelle, mais c'est à Jérémie, ça s'appelle Mafran, Caillassé. Ah, c'est loin. Encore aujourd'hui, j'ai ma tante et mon cousin qui vivent avec les trois pierres, encore là, le feu, le bois, vivent de la terre, des animaux. C'est le plus loin. Si je dois retourner un jour, mon succès, ce serait de retourner là pour mes derniers jours. Oui, c'est l'agriculture ancestrale, c'est les traditions. Puis c'est là que j'ai grandi. J'ai grandi à Port-au-Prince, on allait à l'école, mais dès que l'école finissait, c'est là qu'on partait en vacances à Jérémie. Donc, le plus loin que je peux remonter, c'est là. Puis quand arrivé ici au Québec, c'était une stratégie, parcours de mon père qui a fait de pieds et mains pour ne pas nous laisser en Haïti. C'était quand? T'avais quel âge?
Je suis rentré en 95, pardon, le 16 décembre 95, je me rappelle encore. La plupart d'entre nous qui venons des pays chauds, c'est drôle, hein, mais on arrive toujours l'hiver. Ouais, Moi, je ouais. suis arrivée en février. Mais en 16 décembre, il y avait de la neige que j'ai jamais vue souvent. Il y avait beaucoup de neige. Le 16 décembre. Puis quand on est enfant, j'avais 11, 12 ans, personne ne nous dit rien. J'ai pas été briefé, voici où tu vas, voici la température, rien. Je pars de Port-au-Prince, Haïti, en décembre, chaud, tout. J'arrive ici au Québec. J'ai ressenti quelque chose. Tu vois, dans le couloir, là, quand tu sors de l'avion, dès que je suis rentré, j'ai plié. Je me rappelle encore, ça m'a fait plier en deux. Je ne savais pas ce que c'était. C'était le froid du Québec. C'était à Mirabel. Donc, oui, c'est ça. Je suis sorti de là, Haïti, grandi à Port-au-Prince, vacances à Jérémie, ma terre que je rêve de retourner tous les jours. J'arrive à Montréal-Nord où j'ai vraiment, avec les différentes organisations, les organismes communautaires, les jeunes de mon quartier, rentrer dans la musique, faire la musique. Et quand tu grandis, tu vois, à l'époque, il y avait les dogmatiques, les Rain Man, les Sans Pression, ça partait. Puis nous, on est là, on a du talent, on s'imagine tous que c'est ça notre destinée. Fait que toi, tu chantais, tu jouais d'un instrument. Maintenant, je joue d'instruments. Avant, je jouais pas d'instruments. Je chantais, je faisais du rap français. On n'appelait pas ça du rap keb dans le temps. C'était pas une actualité. Et puis, de fil en aiguille, bien évidemment, quand tout ce que j'entame, tout ce que je veux faire, je veux aller le plus loin possible. Jeune à Montréal-Nord, de Port-au-Prince, Haïti, j'étais pas conscient de toutes les barrières qui pouvaient exister. Moi, je voyais Rain Man à la télé, pas de chilling. OK, ça, c'est nous next. C'était un concours de circonstances, mais... mais on a fini par réaliser Plus tu veux aller loin, plus tu réalises les chemins, les barrières à traverser. De là, ma personnalité de changer les choses et de dire, écoute, on ne veut pas de nous dans les magazines, je vais créer un magazine. On ne veut pas de nous si on fait, mais à un moment donné, la passion doit faire place à l'entrepreneuriat parce qu'il faut vivre. Oui, il faut vivre. Ouais. Fait que il y a un besoin qui se crée, il y a des obstacles qu'on rencontre et toi, tu as décidé que tu allais être un acteur de changement dans ta vie. Quel est le moment charnière qui t'a amené vers les médias et l'édition? Que vraiment, là, tu as dit ça, c'est ma prochaine entreprise. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'avais un colloque dans le temps, c'était en 2000. Je sais que j'avais un autre magazine Créolicieuse que j'avais fait dans ma communauté et autres, mais j'ai pris ça au sérieux quand j'ai vu une publicité à TVA, je pense que c'était Histoire de filles ou Catherine. Je me rappelle encore, moi et mon coloc, deux jeunes hommes noirs de 25 ans en train de regarder la télé, puis on dirait que j'ai une épiphanie, puis je regarde, mais on est où là-dedans? Je sais que ça n'a rien à voir. Déjà, deux jeunes hommes noirs. Qui regardent Histoire de filles. Histoire de filles. Mais... Nous, on se retrouve où là-dedans? J'étais infographe dans ce temps-là, puis je savais que je ne pouvais pas faire ni d'émission, mais je sais que j'étais capable de créer un magazine où on allait ressortir. C'était l'idée que j'avais dans ce temps, c'était OK, il y a plein de monde, il y a Corneille, Isabelle Racicot, Varda, Mélanie Renaud, il y a des personnalités artistiques dans le milieu culturel afro, j'en connaissais plein, parce que justement, j'étais dans la musique, mais ces gens-là étaient nulle part sur les tabloïds, sur les magazines. Moi, OK, je vais changer, je vais ressortir tout ce monde-là, je suis capable de le faire, puis je veux bien le faire. Là, ma décision a été prise. Fait que Souche Magazine existe depuis 2010. 2010. Oui. Comment s'est passé ce moment, le lancement, la réaction dans les communautés afro? Moi, j'aime bien dire les communautés parce qu'on n'est pas un bloc monolithique. Comment t'as ressenti la réaction? Au fait, on était très, très bienvenus. Les gens étaient contents de nous découvrir. On a accueilli, disons, à bras ouverts. Et c'est pas juste les communautés afro. J'ai commencé avec une étude de marché, un suivi de lancement d'entreprise au Sage Montréal Métro. Et puis, beaucoup d'autres organisations, pas nécessairement afro, mais tout le monde,
qui voyait la mission, qui voyait le projet. C'était, Issu de la diversité, finalement. La diversité, c'était, oh my God, il était temps que vous ayez ça, bravo pour ça. Puis on avait le vent dans les voiles. C'était vraiment, quand on est sorti, on a fait, mon Dieu, les médias, la presse en a parlé. On avait une page couverture avec Linda Talley dans ce temps, notre première page couverture. Ça a passé à l'émission de Gilles Roy qui était à Radio-Can, je pense, ou à V. Je ne me rappelle pas c'était quoi dans ce temps-là. C'était bien, on était contents. On était contents. J'avais Carla Beauvais aussi qui était la rédactrice en chef en 2010 quand on a lancé. Oui, Carla Beauvais qui est une des cofondatrices du Gala Dynastie. Puis là, maintenant, elle a une carrière en politique. Conseillère de ville ou d'arrondissement dans Hansik, je ne sais pas c'est quoi son arrondissement. Et donc, qui avait fait un travail de communication extraordinaire aussi. On était bien. Donc, ça fait 15 ans, on s'est accroché à quelque chose qu'on a vécu, qu'on sait que c'est possible, que les gens aiment ça, puis on continue. Mais chaque numéro, c'est un projet, c'est un voyage, puis ça fait du bien. Oui, puis je suis vraiment contente de tenir entre mes mains le dernier numéro là, de Souche Magazine. Félicitations! Réginald Rivet, 2025, puis encore là, comme on dit en créole, Quimbérec, pas molly. Ça veut dire tiens bon, ralentis pas. Ouais. Pour ceux qui écoutent, puis qui sont vraiment, comme moi, fascinés par le monde de l'édition, c'est quoi ton travail d'éditeur en chef? Est-ce que c'est toi qui fais le choix des sujets, des angles, les invités? En quoi consiste ton travail? Et puis, de quel genre d'équipe tu as besoin de t'entourer pour sortir périodiquement des beaux magazines comme ça? Alors, ça, c'est la question qui tue parce que j'étais à une dame, Georgie Lubin, qui m'avait invité à son école pour raconter aux enfants c'est quoi le métier. Tu sais, dans le magazine, moi, quand je touche à tout. Tu sais, j'écris des articles, je fais des entrevues. Je fais pas de photos. Mais donc toutes les sphères, je fais tellement de choses naturellement, j'étais pas conscient de tout ce que ça prenait pour le métier d'éditeur. Donc, l'expliquer aux enfants me faisait réaliser en même temps, oh my God, c'est pas évident. Pour répondre à ta question, c'est vraiment, on décide de la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Comme le numéro que tu vois, c'est au niveau de la culture, OK, mais qui ici au Québec, au niveau de la culture, qu'on veut mettre de l'avant, qui travaille en culture, pas juste les artistes, parce qu'il y a aussi les gens qui sont derrière la scène, derrière le clavier, les gens qui... Donc, c'est vraiment, une fois qu'on décide de ça, OK, qui qu'on va chercher, ben c'est là qu'on approche les rédactrices, les journalistes, qu'on approche les sujets, les invités, photographes, tout ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors, il faut déjà les sujets, les invités, les gens qu'on invite, les photographes pour photographier ces gens-là, les rédactrices, les journalistes, parler avec la rédactrice en chef pour lui faire part des lignes éditoriales pour aller créer toutes ces idées. Une fois qu'on fait tout ça, que je mets tout ça entre les mains de la rédactrice en chef et la rédactrice, ben, il faut financer tout ça, il faut vendre la publicité, trouver des commanditaires, c'est toute une machine qui se met en branle. Ça, c'est la première partie. Une fois que tout ça s'est réuni, maintenant, il faut faire le travail, monter le magazine, infographie, révision. Une fois que c'est révisé, maintenant, il faut donner à l'imprimeur. Une fois imprimé, il faut donner à la distribution. Une fois distribué, maintenant, il faut faire la promotion, il faut parler, il faut inviter. Il faut faire la livraison. Et en parallèle, il faut commencer à travailler sur le prochain numéro, peut-être? Oh non, ça, c'est déjà en branle. Dès qu'on a reçu le texte de celui-là, les rédactrices ont déjà le mandat pour le suivant parce que ça ne va pas attendre la sortie de celui-là pour s'asseoir pour le prochain parce que 3 mois, ça arrive extrêmement vite. Donc, maintenant, je t'ai fait ça parce que je l'ai pratiqué avec les enfants. C'est tout ça quand on est dans notre élément, OK, on fait ça naturellement. On ne réalise pas toute l'ampleur, le travail, les étapes qu'il y a, mais c'est quand il faut expliquer à quelqu'un, puis nous-mêmes, on réalise au moment qu'on explique le travail qu'il faut faire. Mais ma femme n'aime pas quand je dis ça, mais pour moi, c'est pas du travail. Oui, c'est du travail, tu mets du temps. Non, je pense que les 2 endroits où je me sens le mieux, c'est quand je suis sur un photoshoot, je règle rien, là, comme disent les Haïtiens, même pas pré-glaïen, là, je règle rien sur le shoot, mais mettre les gens ensemble, avoir le dernier show, j'avais Frédéric Pierre, Carla Beauvais, Pénan d'Estime, tous ces gens-là ensemble sur le set qui arrivent, qui échangent entre eux, en train de se faire maquiller, photographier. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai ce sentiment de légèreté-là, c'est sur un photoshoot que je le vis. Puis,
suis dans mon élément. Et pour t'avoir vu, c'est vraiment magnifique à voir. Tu es comme un chef d'orchestre qui est en train d'apprécier la symphonie qu'il a mis en place. Puis c'est, allez-y, travaillez. Qu'on met un peu de pression sur les maquilleuses parce que maquiller une dame, ça peut prendre 1 heure, mais quand on a besoin de ça en 40 minutes de temps en temps, une petite pression, tout en souriant, on regarde, puis pour que ça puisse s'accélérer. Réginald Rivette, je pourrais dire que tu es très modeste en disant que tu ne fais rien parce que tu es vraiment le coordonnateur de toute cette magie. Moi, en tant que personnalité de certaines communautés, j'ai eu la grande chance d'être interviewée puis d'avoir eu des articles. Ma photo apparue aussi sur la couverture de quelques-uns de tes numéros. Et je peux témoigner qu'un magazine comme le magazine Souche fait une grande différence, non seulement dans moi, la relation que j'ai avec moi-même, de voir que je mérite d'être présentée à la communauté, non seulement nos communautés afrodescendantes, mais la communauté culturelle québécoise, parce que ton magazine est distribué dans des grandes surfaces, les pharmacies, à l'épicerie, partout. Partout au Québec. Donc, moi, je suis à la file d'épicerie avec mes enfants, puis ils sont comme « Hey, maman! » C'est un beau feeling. Non, c'est vraiment un beau feeling. Ça vient valider beaucoup de choses parce que tu sois issu de la diversité ou que tu sois comme un esprit plus libre, créatif. En tout cas, peu importe, on est tous devant, à un moment donné dans la vie, devant un syndrome de l'imposteur. Et des projets comme le tien, ça vient vraiment nous valider. En tout cas, moi, c'est venu me valider. Quand j'étais entrepreneur, je viens de fermer un projet, une boutique que j'avais sur la Plaza Saint-Hubert. J'ai fermé ça en juillet. Ouais. J'étais au service de mes clients pendant 11 ans, les 11 dernières années. Et Souche Magazine est venu à la boutique, a pris des photos, m'a interviewé et a présenté ça. Ça a eu vraiment un effet très positif pour mes affaires. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux on réalise pas, hein? Mais c'est en t'écoutant parler, on est comme « Wow, mais je comprends que t'es passé de mensuel à saisonnier. » Ah oui, ben oui. Comment t'as pris cette décision? Parce que Souche Magazine est un magazine mensuel pendant plusieurs années. Et à un moment donné, je pense que c'est pendant la... Bon, je vais te laisser raconter l'histoire. Au fait, au fur et à mesure qu'avec la distribution, on était distribué dans tous les kiosques à revue partout, puis les ventes se faisaient. Ça, c'est le standard pour tout le monde. Personne ne dépasse les 30%. Et les bannières qui se fermaient, au niveau de Couche-Tard a arrêté de prendre des magazines. La distribution, ça se faisait de plus en plus restreinte et les distributeurs demandaient beaucoup plus. Okay, on veut un montant fixe. Avant, on partageait les gains. Maintenant, c'est non, vous payez au début de l'année, on prend 65, on vous donne 35. Puis, c'était une question financière de dire, OK, maintenant, on n'a pas les moyens assez solides pour dire on va faire tous les 2 mois, tous les mois, mais saisonnièrement parlant, on peut vraiment trouver une façon de changer un peu aussi la structure de l'entreprise. Avant, un magazine, c'est publicité, les invités, le contenu, c'était monsieur, madame, tout le monde, dès que tu es extraordinaire, excellence dans ce que tu fais, on te met en avant. Aujourd'hui, on vend pas mal 50-50 au niveau de contenu commandité. Les magazines, c'est pas mal plus de contenu. La publicité se faisant de plus en plus rare. Donc, c'était vraiment strictement financier c'est de plus en plus difficile. Facebook, Instagram, depuis que j'étais infographe, à l'arrivée de Facebook... Fait qu'avec le temps, c'était des décisions à prendre pour pouvoir garder le magazine périn. Oui, au fait, ça c'est venu tout seul. On a juste réalisé à un moment donné qu'on avait plus de contenu payant que de la publicité, puis on a continué sur cette voie. Et du coup, ça a permis aussi un changement de format. Ça a permis un changement de format et je vois que le magazine est un bon, comme on dit, un coffee table book. Exact. Les beaux livres qu'on peut laisser traîner dans une salle d'attente ou pour épater les invités sur la table de salon. On n'a pas beaucoup d'opportunités de créer un impact. On peut pas perdre quelqu'un qui pose les voix et les yeux sur le magazine. Dès que tu le vois, si ça t'interpelle, automatiquement, faut adhérer. Il y a cet effet « wow ». C'est l'effet recherché.
Et il n'y a pas juste des belles images, mais il y a aussi un contenu très, très intéressant, instructif, Ouais. divertissant. Et là, bon, tu sais, à chaque épisode, je donne le défi à mes invités de me lire un extrait de leur livre. Je me dis, mais comment on va faire ça avec le magazine? Mais Original est arrivé prêt. Oui, Hein? on m'a dit que tu vas te demander de lire un extrait, comme bon, ok, je vais choisir ce que ce que je vais lui lire. Au fait, c'est l'éditorial de la prochaine édition. Ah ben, on y va. La prochaine édition qu'on va Hiver parler... 2026. Hiver 2026, on va parler de victoire, célébrer les victoires. Et puis, bon, je me lance, tu comprendras, tu as une copie. Alors, l'hiver invite naturellement au ralentissement, à l'introspection. C'est une saison où l'on regarde derrière soi, où on en fait le bilan. Pour ce numéro, un mot s'est imposé à nous avec évidence, victoire. Surtout avec les dernières années, les élections qui sont passées. On associe souvent la victoire à un trophée, à un objectif atteint, à une ligne franchie. Pourtant, au fil de nos rencontres et des histoires que vous découvrirez dans ces pages, une autre vérité s'est révélée. Il existe des victoires silencieuses, des victoires qui ne font pas de bruit, qui ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux, mais qui transforment profondément celles et ceux qui les vivent. Il y a la victoire de continuer quand tout pousse à abandonner. Ça, c'est mon histoire. Celle d'avoir osé, même si le résultat n'a pas été exactement celui espéré. Il y a aussi l'objectif raté, ces objectifs ratés qui, avec le recul, nous obligent à ajuster notre perspective, à revoir notre trajectoire et parfois à découvrir un chemin plus juste que celui que l'on s'était fixé. Cette réflexion m'a personnellement frappé cette année. Je ne voulais pas célébrer les 15 ans, nos 15 ans du magazine, parce qu'un objectif n'avait pas été atteint. Puis quelqu'un m'a dit, regarde en arrière, regarde le chemin parcouru. Et j'ai compris. Célébrer ne signifie pas nier ce qui manque, mais reconnaître tout ce qui a été construit, appris, traversé. Le temps, l'endurance, les rencontres, les histoires racontées. Tout cela est déjà une victoire. Dans ce numéro d'hiver 2026, nous vous invitons à prendre ce même recul, à lire ces parcours, à découvrir nos invités, à vous laisser toucher par leur réussite, visible ou invisible, et surtout à identifier vos propres victoires, celles que vous aurez peut-être mises de côté parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que vous vous faisiez du succès. Prenez le temps de les célébrer, elles le méritent. Bon 15e, Souche Magazine. Merci. Merci, Katie. Réginal, le balado Nouveau Départ, je l'ai créé vraiment parce que j'ai à cœur de créer des ponts, tisser des liens, parler de nos histoires pour qu'on puisse juste mieux se comprendre un peu humainement. Et c'est un peu la même mission qu'a Souche Magazine. Mais toi, selon toi, c'est quoi la meilleure façon de créer des ponts et de tisser des liens ici au Québec entre nos différentes communautés? Oh là là, il y a plusieurs façons. Il y a l'ouverture, il y a la curiosité de vraiment apprendre à connaître, à comprendre l'autre. Ce que je vais te dire, je l'espère, mais c'est très difficile. Moi, je te dirais, c'est l'amour. Quand on aime, quand on se laisse aimer, on ne voit plus les différences, on voit plus. La découverte devient facile, devient curieux. On veut vraiment rentrer dans l'univers de l'autre pour mieux se comprendre, pour mieux s'adapter, s'habituer, etc. Je pense si quand je parle d'amour, ça enlève tout. Ça enlève la méfiance, ça enlève la peur, ça enlève le « oh non, il va prendre ma place, je veux », ce sentiment d'imposteur. Quand on rentre avec le cœur sur la main, tout ça s'évapore. On est dans la découverte, dans l'appréciation de tous et chacun. Ça, c'est le côté moi rêveur et optimiste. C'est ce que je veux pas partager. C'est ce que je veux partager. Je veux pas aller dans autre chose, que ce soit réel ou pas. C'est ce que je partage. Moi, j'adore ce que tu suggères. Je te rejoins à 100%. Et si tu pouvais laisser une phrase, une idée à quelqu'un qui se cherche une place dans la culture, dans les médias,
ici au Québec, tu lui dirais quoi à cette personne? Quelqu'un qui se cherche sa place dans la queue. Je dirais, l'ouverture, parfois les mots sont faciles à dire, mais à appliquer, c'est autre chose. Beaucoup de fois, surtout moi ayant grandi dans ma communauté avec le magazine, beaucoup de gens ont fait l'erreur de rester dans notre communauté. Mais le Québec, si on reste au Québec, le Québec est une place merveilleuse une fois qu'on met les pieds, qu'on s'ouvre. Il y a de très belles choses, de très belles opportunités. L'ouverture, sincèrement. Et puis, maintenant que vous célébrez vos 15 ans d'existence, vraiment, vous avez de quoi être fier, toi et ton équipe. Quel impact dirais-tu que Souche a eu dans l'écosystème? Je pense que ça a permis aux gens de et vouloir... continue d'avoir. Oui, de vouloir se montrer, se dévoiler et de reconnaître, oh my God, nos talents, nos excellences. Le Black Excellence, je ne l'ai jamais dit, mais en 2015, on avait une page couverture. Je pense que tu étais dans ce numéro aussi. L'excellence à votre service. Mm-hmm. Il n'y avait pas Black Excellence dans ce temps-là. Je pense que si je devais faire le palmarès de tous les gens qu'on a sortis, toutes les histoires qu'on a racontées, l'excellence. Le faire ressortir l'excellence chez monsieur et madame tout le monde. C'est pas juste ceux qui travaillent dans les grands bureaux d'avocats qui ont été ministres. Il y a un gars, je ne l'ai jamais dit, que ça fait 30 ans qu'il a sa business. Tous les matins, il se lève les toujours. Puis, il a des enfants, il a une famille, il gère sa business, il est là dans la communauté. Perdurer comme ça dans le temps, à gagner honnêtement sa vie, pour moi, c'est du Black Excellence. Oui. Donc, nous, je suis personnellement très heureux de faire découvrir l'excellence afro-descendant ici au Québec, puis je vais continuer à le faire. Puis qu'est-ce qui te donne encore le feu de continuer? Mais il y a tellement d'histoires non racontées. Chaque individu, c'est une histoire différente, puis les parcours sont toujours différents. Puis souvent, écoute, il y a du monde à qui j'ai des conversations, puis je me retourne, je regarde à gauche, à droite, comme, mais pourquoi c'est toi et moi qui avons cette conversation? Je veux que d'autres l'entendent. Il faut faire sortir ces histoires-là, faire sortir les parcs. Oh my God, le prochain magazine avec Jennifer Mathurin, la sœur de... Écoute, j'ai fait son entrevue, puis je lis l'affaire tout seul. J'ai envie de prendre ça, d'imprimer des copies, aller donner à du monde. C'est merveilleux comme histoire. Pour conclure, c'est quoi le numéro dont tu es le plus fier, là? Ça, c'est celui que tu laminerais. Oh, mon Dieu! J'ai adoré celui de Dominique Anglade. Je ne sais pas si c'est celui dont je suis plus fier. Je pense que j'admire Dominique, sincèrement. Puis j'ai adoré comment ça s'est passé, le photoshoot qu'on a fait. Rapidement, comme je n'ai pas le temps de réfléchir, ce serait ce numéro-là. Dominique Anglade qu'on a sorti pendant la pandémie, au début de la pandémie en 2020. En tout cas, moi, mon numéro, c'est définitivement le premier dans lequel je parais. Tu te rappelles même pas, tu te rappelles? Réginald Rivette, mon ami, rédacteur, éditeur, fondateur de Souche Magazine qui célèbre 15 ans d'existence. Félicitations à toi et toute ton équipe et merci d'exister. Merci Katie, merci de m'avoir reçu. Merci en pile. Là, tu peux pas te tromper. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une autrice et scénariste qui s'est rapidement imposée comme l'une des écrivaines les plus en vue de la scène littéraire ici. Née en Belgique, ayant grandi en France, Sophie Bienvenue est arrivée à Montréal en 2001. Bonjour Sophie, Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté l'invitation, histoire de mieux vous connaître. Je vous vois parce que c'est notre première rencontre, puis c'est comme ça que ça sort naturel. Ok, gardons ça, mais je préfère qu'on se tutoie. Okay, mais ça va switcher. Ok, ça va parfait. Switcher. Je te le promets. Alors, pour permettre à nos auditeurs de mieux te connaître, je vais lire un petit peu ta bio. Mm-hmm. Hein? Alors, Sophie Bienvenue, tu t'es fait connaître avec ton premier roman « Et au pire, on se mariera ».
de La Mèche en 2011, un ouvrage qui a remporté plusieurs prix, dont le prix des Arcades de Bologne en 2013 et le prix du premier roman de Chambéry en 2015. Il a d'ailleurs été porté au grand écran par Léa Poul. Ton deuxième roman, Chercher Sam, qui est sorti en 2014, figure sur la liste des 100 incontournables de la littérature d'ici Radio-Canada et a été traduit en anglais et en allemand, rien de moins. Et depuis le 4 décembre, on peut voir sur ici-tout.tv ta plus grande, plus récente fiction télévisuelle. Je dis grande parce qu'elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Ça s'appelle Malgré moi, qui met en vedette l'actrice Shelby Jean-Baptiste et l'acteur et comédien Eddie King. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton plus récent roman, Les Orphelines, un roman sur l'amitié, la mémoire et les secrets. Encore, bienvenue à Nouveau Merci. Départ. Sophie, t'es pas née au Canada, hein? Non, je suis née en Belgique, mais j'y ai vécu quelques mois parce que ma mère est belge. Et on habitait à la frontière entre la France et la Belgique et j'ai grandi en France jusqu'à 21 ans. Et t'es arrivée au Québec En 2001. en 2001. Comment ça s'est passé, ton arrivée ici? Dans quel contexte? 2001, ça veut dire que tu étais déjà adulte? Oui, j'avais 21 ans, mais je dirais pas que j'étais adulte, mais en tout cas, j'avais fini de grandir. Je dirais pas que tu étais adulte parce que j'ai une fille de 21 ans à la maison, C'est puis ça. elle est clairement pas une adulte. C'est ça. Mais c'est sûr que moi, je suis même pas sûre, honnêtement. Ça va pas être bon pour mon image, mais je suis même pas sûre que j'aurais su mettre le Québec sur une carte. Aïe, aïe, aïe. J'ai juste rencontré un Québécois et j'avais juste besoin de ça pour quitter la France. Donc, c'est ça, je l'ai suivi ici. Et lui, il restait à Québec. Il venait d'Abitibi, puis il restait à Québec. Donc, j'ai vécu là pendant 5 ans. Mais vraiment, en atterrissant à Montréal la première fois, j'ai eu ce feeling, c'est chez moi. Et Québec, c'était moins ça. Et donc, quand on s'est séparés, la première chose que j'ai faite, c'est de venir vivre à Montréal. Et puis, c'est chez moi depuis. Ce sentiment est vraiment inexplicable. Sans créer de rivalité, mais vraiment juste pour mieux te comprendre, pourquoi Montréal semblait te faire plus vibrer que Québec? C'est plus cosmopolite, quelque chose que j'ai toujours connu. Et c'est... Je sais pas comment te répondre ça en étant diplomate. Mais disons que Québec, j'avais... Au diable la diplomatie! Disons que Québec, j'avais plus le feeling comme d'un village, et puis que Montréal était plus la métropole, et puis que ça bougeait plus. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus bruyant, ça grouille plus à Montréal, il y a plus de gens. Exact. Puis, à Québec, et puis les gens sont gentils, c'est juste que je pouvais pas aller dans un marché, dans une épicerie, sans me faire demander d'où je venais, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça devient lourd. Ici, comme l'anonymat d'une grande ville, et je recherchais ça à l'époque aussi, peut-être. Fait que jeune vingtaine, tu t'installes à Montréal. Dans quel état d'esprit t'es? Quel genre d'émotions te traversent? À ce moment-là, quand j'arrive à Montréal, j'ai peut-être 26 ans, puis c'est vraiment comme un peu un nouveau départ, parce que j'avais comme commencé ma vie à Québec avec mon ex, et puis ça a duré 5 ans, c'est fini. Et c'était vraiment comme le monde des possibles qui s'ouvre à moi. Et j'avais déjà eu un peu ça quand je suis arrivée au Québec. Mais vraiment, pour moi, Montréal, c'était comme un terrain de jeu, en fait. C'est ça l'impression que j'avais. Est-ce que t'avais déjà ton métier ou c'est vraiment ici que tu t'es formée? Non, en fait, j'ai jamais vraiment... C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai quitté la France. Mes questions. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas pour ça que je soupire. C'est juste que j'ai pas envie de parler trop longtemps. Mais disons que j'ai pas eu une enfance facile, je te dirais, pas une jeunesse facile. Et je savais pas trop je savais ce que je voulais faire dans la vie, mais mes parents voulaient pas que je fasse ça. Je voulais faire quelque chose d'important à mes yeux, ce qui était comme d'être prof dans une zone d'éducation prioritaire en France, c'est-à-dire c'est comme un peu un endroit où même la police veut pas aller, dans le fond. Et c'était ça ton appel. C'était ça mon appel. Pour moi, l'éducation, c'est un des piliers comme d'une société, puis c'est super important. Donc, je voulais faire ça, mais comme mes parents étaient plus comme non, comme soit avocate, soit architecte, soit quelque chose qui fait mieux dans les soupers. Donc j'ai comme arrêté mes études, et à cette époque-là, je dessinais beaucoup.
Donc, je voulais être illustratrice. J'habitais à Lille, donc à la frontière de la Belgique. Je suis partie de chez moi à 17 ans pour aller faire une école d'art. Et en fait, c'était pas du tout une école d'art, c'était comme une école de design. Puis genre, tu veux être illustratrice, tu te mets à dessiner des sèche-cheveux, c'est compliqué. Donc, j'ai jamais vraiment aimé ça. Et quand je suis arrivée au Québec, bah, tu sais, j'ai fini mes études quand même en France, à Paris, de communication visuelle. Et quand je suis arrivée ici, bah, c'est encore un nouveau recommencement. Je travaillais dans les magasins, puis j'aimais ça. Et j'avais parti un blog, dans le fond, à l'époque, on parle de ça, c'était comme il y a 25 ans, donc c'était tout nouveau, les blogs. Et c'est vraiment, ma carrière, ça a été de porte ouverte en porte ouverte. On m'a proposé de publier mon blog, et de là, de fil en aiguille, c'est là que l'écriture et être autrice, ça c'est venu à moi, mais j'aurais jamais osé rêver faire ça dans la vie. C'est comme ta vie t'a proposé ça. Ouais, je dis souvent ça, c'est comme côté amour, c'est pas vargeux, côté, ma vie en général est comme pas super, mais ma carrière, ça c'est comme, j'ai l'impression qu'ils se sont dit comme, tout va être de la merde, qu'ils se sont dit, tu sais, l'univers s'est dit, faut au moins lui donner quelque chose, ça va être sa carrière. Tout peut pas mal aller. C'est là. ça, puis j'ai eu vraiment beaucoup de chance, dans ma carrière, j'ai vraiment eu, je suis très reconnaissante de ça. Ben là, maintenant que ça fait 20 ans que tu es au Québec, comment toi, tu te sens plus québécoise, plus franco-québécoise, Comment toi, tu te définis dans ton identité? Ben, c'est ça, j'ai grandi, je suis restée 21 ans en France, et puis bon, la vie d'enfance, c'est sûr que c'est formateur, mais ma vie d'adulte, je l'ai plus vécue au Québec qu'en France, parce que ça fait 25 ans presque que je suis au Québec. Donc, ça fait 4 ans de plus que j'ai vécu au Québec. Puis, c'est sûr que je me sens beaucoup plus québécoise, mais je peux pas renier quand même mon accent, les codes aussi que j'ai. Donc, je te dirais que je suis québécoise d'origine française. C'est ça je pense qui me convient. T'es confortable avec ça. Ouais. Parlons du livre Les Orphelines. C'est l'histoire de 2 femmes, Elsa et Magda, liées par un terrible secret. Peux-tu me présenter un petit peu le roman sans trop dévoiler le punch? C'est ça qui est difficile avec ce roman, parce qu'il y a tellement de punch et tellement... Bah, pas tellement, c'est pas non plus... mais je veux dire, c'est difficile d'en parler, mais disons que je voulais explorer le pardon, le secret, l'amitié entre femmes, et puis la renaissance, en fait. C'est comme et la famille choisie. Donc, je sais que ça raconte... Je suis pas en train de te raconter, mais c'est difficile, ce roman-là, de raconter sans... Sans trop dévoiler. Exactement. Mais disons que c'est, comme tu disais, c'est comme un aveu que Elsa, qui est la narratrice, veut faire à son amie Magda. Puis c'est une amitié qui a été quasi instantanée, puis improbable, parce que Elsa a 45 ans, Magda en a 85. Donc, il y a des vies qui les séparent. Magda est d'origine polonaise. Et puis, donc, et c'est ça que dont je voulais parler aussi. C'est aussi les amitiés improbables. Mais c'est intéressant que tu aies appelé ça « Les Orphelines ». Le titre... Pourquoi tu as choisi ce titre-là? C'était pas le titre original. Le titre original, c'était « J'ai marché sur le lac ». Et de quoi elles sont orphelines? Oui, ben c'est ça. C'est que Magda est vraiment orpheline parce qu'elle est née donc en 1940 en Pologne, à Varsovie, en étant juive, et ses parents ont été tués dans des camps de concentration. Et donc elle est vraiment orpheline, même si elle a été adoptée par la suite par quelqu'un, par une dame. Mais Elsa n'est pas orpheline, même si elle a perdu sa mère quelques années auparavant, mais elle n'a pas été aimée comme il faut. Elle n'a pas eu de mère, vraiment. Elle n'a pas eu de père non plus, tout en ayant des présences, la présence de son père et de sa mère. Et donc, elles se rejoignent là-dedans par ce manque, par ce besoin de retrouver une famille et de retrouver une appartenance. Peut-être aussi ce sentiment de s'être élevée elle-même? Oui, exactement. Tout à fait, tout à fait.
Ah, c'est vraiment intéressant. Le personnage d'Elsa, mais aussi celui de Magda, elles n'ont pas le même âge. Fait que c'est le fun de voir comment, à travers cette histoire, on peut explorer les relations intergénérationnelles. Est-ce que toi, tu as des amitiés qui ressemblent à celles d'Elsa et Magda? Ben, en fait, ce roman-là, pour moi, c'est un grand hommage à mes deux amies, mes deux grandes amies, donc, qui sont inspirées, vraiment, très inspirées du personnage de Magda. Et, ben, en fait, les personnages de Magda et de Kiki sont très inspirés de mes amies. Mon amie Marie-Josée, qui m'a inspirée Kiki, est décédée il y a 2 ans. Ah, je suis désolée. Et ça a été difficile parce que c'était comme ma mère d'adoption. Puis ce roman-là, c'était comme si, mettons, ça avait été ma mère pour vrai. J'ai imaginé ça, en fait. Mm-hmm. J'ai imaginé j'ai réécrit notre histoire. Et qui n'est pas forcément gay, mais en même temps, elle était une personne plus grande que nature, comme on dit. Donc, ça aurait probablement ressemblé à ça. Et mon autre amie, Danuta, qui vient de Pologne et qui est aussi qui inspire le personnage de Magda, c'est 2 femmes qui ont une vie peu commune, qui ont eu des aventures ou des personnalités hors du commun. Puis ça se pouvait pas qu'elles figurent pas dans la littérature quelque part, donc j'ai réparé ça. J'adore ça. T'as réparé ça. Elles doivent exister. En fait, tu les as rendues immortelles. Ben, c'est un petit peu ça, ouais. Ça m'a aidé beaucoup à faire mon deuil de mon amie. Et c'est ça. Et aussi par rapport à mon amie qui est née en Pologne, c'est comme on a fort peu accès, on n'a plus beaucoup accès à ces gens qui ont vécu ça. Et on va les perdre bientôt, ces gens. Et donc, j'ai l'impression que ces histoires doivent être racontées, surtout aujourd'hui, quand on voit que l'histoire se répète de partout, de plus en plus. Oui. C'est des histoires qui doivent être racontées. En fait, pas l'histoire avec un grand H, mais des histoires individuelles, en fait. Les histoires. Exact, c'est ça, ouais. J'ai lu ça quelque part il n'y a pas longtemps et puis ça, je l'ai gravé dans mon cœur. On tourne en rond, mais on est encore là. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. L'humanité, hein, finalement, on fait juste répéter les mêmes conneries à chaque génération parce qu'on finit par oublier ou on veut oublier et puis c'est ça. On recommence. Et je pense vraiment que c'est justement par les petites histoires qu'on a plus accès et qu'on devient plus humain, en fait. C'est comme si mettons, je te dis, il y a eu 10 000 morts en Palestine, ou comme 6 000 morts en Palestine, t'es comme, c'est triste. C'est plus grand que nature, ça veut presque rien dire. C'est ça, mais si je te parle d'une personne et je te décris cette personne-là et que je te donne sa vie et que tu t'as en face de toi, qui pourrait être ton fils, ton peu importe, ben là, tu vas plus ressentir quelque chose. Tu pourrais même faire des excès pour aider cette personne. Exact. Donc, j'ai l'impression que c'est ça aussi le rôle de l'artiste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mm-hmm. De ramener des histoires individuelles pour essayer de donner un petit peu plus d'empathie au monde. T'as confié que peut-être ce livre aurait pu ne pas paraître. Pourquoi? Oui, parce que j'étais en plein deuil, j'étais en pleine dépression, c'était compliqué. Puis je m'étais dit, et c'est aussi le premier livre que mon amie ne lira pas. Et on en avait parlé avant qu'elle meure et elle avait super hâte de le lire. Et donc, je me suis dit, quand j'étais prête à m'y mettre, je me suis dit, je vais l'écrire en 7 jours. Puis finalement, j'ai vraiment réalisé que finir ce livre, c'était comme finir mon deuil. Il n'est pas fini, mais je veux dire, c'était comme finir une grosse partie du deuil et dire... Le début du chapitre de la fin du deuil. Exactement, voilà, c'est ça. C'est une meilleure formulation que la mienne. Et j'étais pas prête émotionnellement à ça, donc j'ai dû prendre quelques jours pour y réfléchir, pour ressentir les émotions et puis pour clore ce chapitre-là, dans le fond. Et tu l'as vraiment écrit en 7 jours? Là, donc non, vu que j'ai dû faire une pause, mais c'est en 10 jours. Wow! Mais c'est un petit roman, Voilà, j'ai tellement d'admiration pour les auteurs, c'est malade. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de Malgré moi. Mm-hmm. Est-ce que Malgré moi porte aussi cette part autobiographique? Oui, en fait, la série
initialement, je l'ai créé avec Edith Kabouya, qui est une autrice et scénariste aussi, qui est mon amie. Et donc, on a mis un petit peu de nos personnalités, de nos histoires, et puis dans les personnages, etc. Et il y a quelque chose aussi dans ce déracinement de Daphné, parce que donc Daphné est montréalaise, elle rencontre un gars de Winnipeg et elle déménage à Winnipeg. On n'est pas loin de Sophie qui habite à Paris et qui rencontre un Québécois. Donc, donc c'est sûr que moi, mon histoire a mieux... en fait, je ne sais pas si elle a mieux terminé, mais disons qu'elle était moins dramatique. Pas dramatique, mais il y avait moins de rebondissements, disons. Mais oui, il y a toujours une petite part de qui on est, je pense. En tout cas... Moi, dans ce que j'écris, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose, disons. Ouais. Ben, moi, j'ai envie qu'on se fasse plaisir. Et j'ai envie qu'on se fasse plaisir, même si ça te fait pas plaisir. Je fais des blagues. Mais j'aimerais qu'on fasse la lecture d'un extrait de ton dernier livre. J'aimerais beaucoup que tu nous sélectionnes un extrait de Les Orphelines. Oui, OK. Ben, juste pour vous mettre en contexte, donc c'est Elsa qui parle à Magda. Et donc Kiki, c'est la mère d'Elsa. Bon, on va se régaler. Ce que je vais te raconter, ce ne sont pas mes souvenirs, du moins pas uniquement. Il y a des choses qu'on m'a dites, d'autres que j'ai déduites, peut-être certaines que j'ai inventées, va savoir. Puis il y a ton histoire qui croise la mienne. Vous êtes arrivés à Montréal à la même époque, toi de Pologne, Kiki de Valleyfield. J'imagine si vous vous étiez croisés. Tu te serais retourné sur cette jeune femme à l'air enfantin qui riait fort en faisant de grands gestes et t'aurais ressenti sa douleur à travers ses éclats de rire. J'aimerais penser que la vie est aussi bien faite, que ces enchaînements sont agencés comme dans un bon scénario et que si on projetait les films de nos existences, je m'apercevrais qu'on était prédestinés, qu'il était évident dès les génériques que notre rencontre serait fatale. Ouais, si tout ça avait un sens, ça se saurait. Kiki avait 18 ans et en paraissait 13. Elle s'est trouvée un appart d'une pièce et demie au coin de Cherrier et Saint-Denis et elle travaillait dans un café, un peu plus bas, où elle a rencontré le sperme. Il était plus jeune qu'elle d'1 an, français, récemment immigré avec sa sœur et sa mère, qui espéraient que le Québec offrirait un meilleur avenir à ses enfants que Sarcelles. Pour s'assurer de ce bel avenir qui s'ouvrait devant lui, le sperme braquait des dépanneurs en compagnie de 2 potes, Tonton et l'Irlandais. Kiki m'a toujours répété qu'il était beau et c'était pas juste parce qu'elle l'aimait. J'ai vu des photos. Tu lui ressembles tellement que des fois c'est difficile de te regarder, qu'elle disait. Je suis capable de reconnaître qu'on a les mêmes cheveux, le même regard peut-être, la même façon de froncer les sourcils, mais ça vient pas sans que ma gorge soit prise dans un étau, alors je laisse les fantômes du passé là où ils sont. Il entre dans le café donc, elle tombe sous le charme, lui aussi. Il commande un café, il va s'asseoir près de la fenêtre, il se parle, elle repart servir d'autres clients, il l'observe. Elle a l'air de flotter plutôt que de marcher. La lumière éclate dans chacun de ses gestes. Elle se retourne vers lui et soutient son regard. Elle rougit pas. Les filles en France baissaient les yeux, riaient bêtement, rougissaient. Et malgré cela, il devait les chasser. Il a pris un 2e café, puis un 3e. Il était en retard, mais ça n'avait plus d'importance. Rien n'avait plus d'importance que de suivre des yeux Kiki évoluant entre les tables du café. Ça, tu vois, c'est ce que je m'invente. Dans les faits, il a commandé un café, il est allé s'asseoir, il en a commandé un 2e. Le 3e, elle le lui a offert et elle l'a invité chez elle à la fin de son chiffre parce qu'elle s'en sacrait bien de passer pour une fille facile. Ils ont baisé, il n'est plus jamais reparti. Enfin, disons qu'il a emménagé. La façon que t'écris, on voit les images, je vois les personnages danser dans ma tête. C'est comme un scénario, finalement. Est-ce que tu abordes l'écriture comme un scénario ou c'est le scénario qui ressemble à de la littérature? Ben, c'est 100% ça, en fait. C'est comme moi, quand j'écris, c'est pour ça que j'écris aussi vite, je pense, c'est que je vois un film dans ma tête et je fais juste écrire ce que je vois. J'ai vraiment l'impression que je décris un film que je me passe. Donc, c'est exactement ça. Et là, en ce moment, sur quoi tu travailles, Sophie? Bienvenue. Je travaille sur la saison... Je travaille sur la saison 2 de Malgré moi, qui est en fait une anthologie, donc ce ne sera pas les mêmes personnages, mais le même concept. Bravo. Et j'ai vraiment beaucoup de fun avec cette série. L'équipe est super. J'ai eu un gros... Edith et moi, quand on a... Edith est plus sur le projet, malheureusement, mais quand on a eu un gros coup de foudre pour les producteurs qui sont de Winnipeg. Ma script éditrice est géniale. Et ça, c'est vraiment très précieux quand on est... Parce que quand je suis autrice, c'est sûr que éventuellement,
mon éditrice arrive dans le portrait, puis on travaille ensemble, mais sinon, c'est comme très solitaire comme travail. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens. Donc, ce projet-là m'allume vraiment beaucoup. Puis, de voir quelque chose que tu as écrit à l'écran, il y a quelque chose quand même d'assez précieux là-dedans. J'imagine. Écoute, je parlais avec Shelby Jean-Baptiste qui me partageait son enchantement de travailler d'une façon pan-canadienne, que ça faisait partie d'un de ses objectifs personnels. Puis, du coup, ça ouvre tout un univers de s'intéresser au Canada dans son entier. Exact. Puis de sortir des préjugés aussi, parce que, tu sais, il y a beaucoup de séries qui sont faites là-bas qui sont comme la Nouvelle-France, ou tu sais, des vieux trucs. Puis toute la vie de Winnipeg telle qu'elle est aujourd'hui, on a tendance à l'occulter aussi. Puis nous, c'est ça qu'on voulait faire, c'est vraiment de représenter Winnipeg telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'immigration francophone, mais issue beaucoup d'Afrique francophone. Et ça, il faut le représenter. Quand tu vas là-bas, c'est facile. Leur langue aussi, c'est comme qui est teintée d'anglais. C'est comme moi, j'adore la musique de la langue là-bas. J'ai essayé de la reproduire, mais avec Radio-Canada, il y avait j'ai eu des petits enjeux par rapport au métissage de langue, mais reste que j'ai essayé de faire le maximum. Et pour moi, c'est vraiment comme un cadeau quand quelqu'un de Winnipeg me dit comme, bah oui, c'est ça, c'est chez nous, c'est ça pour vrai. Oui, et puis ça ouvre vraiment à toute une autre façon d'aborder la migration quand on s'intéresse à des territoires aussi larges que le Canada. Parce que quand tu es au Québec et que tu te déplaces au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse ou bien à Vancouver, en Colombie-Britannique, ben, tu as traversé le pays comme si vraiment tu allais ailleurs et carrément tu vas ailleurs. C'est un nouvel écosystème, c'est une autre langue, c'est un autre territoire, mais tu restes quand même avec tes privilèges canadiens. Exact, oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, quand en tant qu'autrice, mais aussi en tant qu'être humain, on a toujours tendance à partir du principe que notre réalité, c'est la réalité. Et que notre façon de vivre, c'est la façon de vivre. Et donc, pour écrire quelque chose qui est différent, donc c'est un travail, en fait. Et donc, c'est super intéressant, tu sais, comme d'explorer ces nouveaux territoires-là par l'art, par l'écriture, c'est super précieux. Toi, Sophie, bienvenue. Quels a été des enjeux, des obstacles, des billets par rapport à toi, ton expérience d'immigration? En fait, ce que je veux savoir, c'est, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ok, c'est une bonne question. Je pense... J'ai toujours tendance à me méfier de cette question parce que, tu sais, même si tu fais des erreurs, elles t'amènent là où t'es. Puis, en ce sens, je changerai rien parce que je suis quand même contente de là où je suis. Mais là où elle est intéressante, cette question, c'est pour tes vis-à-vis, des gens qui nous écoutent, qui sont à la même étape que tu étais quand tu avais 21 ans. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque. Pour moi, ne serait-ce que pour avoir les papiers, ça a été relativement facile. Ça a pris 1 an. Mais je pense que devoir le refaire, je suis arrivée très française. Je suis arrivée très justement... c'est mon étalon et la bonne... Et j'ai manqué de curiosité au début, je pense, en pensant que ma façon de vivre était la façon de vivre. Je me suis fait beaucoup d'amis québécois qui m'ont remis à ma place à la façon québécoise, donc gentiment, alors que je méritais d'être remise à ma place sérieusement. Et je pense que au fur et à mesure, quand j'ai quitté Québec, ces amis québécois-là, j'avais pas d'amis du tout issus de l'immigration quand j'étais à Québec. Et quand je suis arrivée ici, aujourd'hui, quasiment tous mes amis sont issus de l'immigration. Et j'ai l'impression que peut-être c'est une solution de facilité de se remettre dans des chaussons qui sont pas forcément français, mais on se retrouve quand même entre immigrés, dans le fond. Et c'est peut-être quelque chose que je tends à essayer
de ravoir plus de personnes québécoises dans mon entourage proche. Et oui, c'est ça. Je pense que donc c'est ça. Le conseil que je donnerais à un immigré aujourd'hui, à une personne qui arrive aujourd'hui, c'est d'être curieux et de pas se ghettoiser tout en gardant ses racines, ce que j'ai pas fait non plus. Ses bases, oui. Ses bases, ouais, c'est ça. Donc c'est ça, je pense. Ah, merci. Moi, ce que j'aime avec ton travail, c'est tout cet aspect de représentation. J'ai pas besoin d'être belge pour te comprendre. J'ai pas besoin d'avoir la même nationalité que tous les personnages de Magda ou encore d'Elsa pour les comprendre, pour avoir ce vis-à-vis avec cette sororité, cet écho en moi, de voir malgré moi à la télé et non un petit projet là mal ficelé. C'est rayonnant, c'est beau, c'est canadien, c'est actuel. Et je te remercie pour ça, Sophie. Ça fait franchement du bien. Ouais. Ben, tu sais, c'est un truc, la représentation à l'écran, c'est étonnamment, tu sais, je veux dire, je suis blanche, fait que ça, je devrais m'en foutre, mais c'est vraiment un sujet qui est important pour moi. C'est pas juste une question de couleur de peau, c'est ce que j'essaie de faire comprendre souvent dans mes conversations. La diversité, c'est la diversité d'opinions, de langage, d'accent, de style de vie. Oui, c'est sûr. Mais c'est un petit peu là où je m'en allais. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. C'est vrai que je te parlais de couleur parce que c'était quand même un enjeu. Mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est important. Ben, c'est important. C'est le mot à retenir. Point final. Hey, merci, Sophie. Bienvenue. Et je rappelle à nos auditeurs que, en fait... Je rappelle à mes auditeurs qu'il faut continuer à écouter l'émission. Merci du fond du cœur. Merci à toi.